pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter02. À Pinter02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans Divergence Politique. Alors vous le voyez, Divergence Politique aujourd'hui à deux avec Xavier Moreau, 54e épisode de Divergence. Xavier, comment vas-tu? Ça va. Bon, eh ben, c'est un épisode, je pense, où tu vas pouvoir être prolixe puisqu'on va parler d'un sujet qui te tient à cœur et que tu maîtrises merveilleusement bien. Eh bien, on va parler de la situation en Ukraine, de toute l'évolution autour du thème de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. On a posé la question aux abonnés du canal Telegram de Divergence Politique, justement de voter pour leur coup de thème, pour leur thème coup de cœur, pardon, j'arrive à le remettre dans l'ordre. Eh bien, 42% c'était justement pour parler de l'Ukraine, Pokrovsk. Donc, est-ce que le front va-t-il enfin prochainement céder? On voit qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions sur le terrain. Tu nous en parleras dans ce podcast. Donc, bah voilà, finalement, on est sur une actu 100% conflit russo-ukrainien. Premièrement, première question qu'on pourrait te poser, Xavier, c'est quelle est la situation véritablement sur le terrain? Est-ce que ça craque? Est-ce que ça craque pas encore? Est-ce qu'il y a des grosses avancées quand même côté russe ou finalement pas tant que ça? Ou est-ce qu'on en est concrètement sur le terrain? Alors oui, on peut dire que ça craque de partout. Vladimir Poutine l'a annoncé lui-même, puisqu'il a rencontré des soldats russes qui lui avaient offert des icônes, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il les avait rencontrés. Et donc, il a fait plusieurs déclarations sur des questions d'armement, de dissuasion nucléaire. Et également, il a parlé à plusieurs reprises de l'avancée sur le front. Et il a annoncé qu'il y avait en fait ce qu'on appelle dans le jargon militaire deux chaudrons, c'est-à-dire des encerclements à l'intérieur duquel ça marmite et en fait l'ennemi peut pas s'en aller et être détruit au fur et à mesure. C'est ça que ça s'appelle un chaudron. Et donc il y en avait deux. Il y en a un à Pakrovsk que tu as cité, où là il y a 5500 soldats ukrainiens qui seraient enfermés. Un autre à Kupiansk, où là il y a 5000 qui seraient enfermés. Alors c'est pas vraiment à Kupiansk soi-même, c'est en fait sur la rive est de l'Oskol. C'est-à-dire que le principe qui a été adopté par l'état-major otano-kievien depuis le début de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire de ne pas manœuvrer, de ne pas faire une défense manœuvrante, c'est-à-dire on abandonne du terrain, mais on se met dans des lignes préparées à l'avance pour détruire le maximum de soldats russes, et puis ensuite on recule, et donc on abandonne du terrain contre du temps, et pour faire une guerre d'usure. En fait, ça, l'état-major otano-kievien a été incapable de le faire. Depuis le début, ils n'ont pas réussi une seule fois. Alors que les Russes l'ont très bien fait en 2022, c'est-à-dire dans la région de Kherson, dans la région de Kharkov, les Russes se sont repliés. Il n'y a aucun encerclement. Dans ce moment où la Russie recule, il n'y a aucun encerclement parce qu'elle a pris la mesure de son infériorité numérique. À l'époque, Kiev a annoncé une armée d'1 million d'hommes, les Russes sont 150 000, peut-être 160 000. Donc ils savent qu'il faut gagner du temps, le temps de mobiliser, le temps de recruter, de former, etc. Donc ils font une retraite extrêmement bien organisée, et les offensives otano-kieviennes coûtent très cher. Les offensives sur Kherson, les offensives sur Kharkov coûtent très cher. Donc en fait, Kiev aurait dû faire la même chose, c'est-à-dire dans la mesure où désormais les Russes ont la supériorité dans quasiment tous les domaines, Kiev aurait dû profiter de la position de défenseur qui est moins exposée pour faire le maximum de destruction sur l'armée russe. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que systématiquement, Kiev s'est laissé encercler. C'était le cas à Mariupol tout au début, c'était le cas sur Severodonetsk, sur Lysychansk, récemment sur Ougledar, sur Avdiivka, et donc désormais maintenant sur Pakrovsk, sur Kupiansk, ça va être le cas vraisemblablement sur Slaviansk et Kramatorsk. Donc cette incapacité à manœuvrer montre le niveau extrêmement bas
de l'état-major otano-kievien, de l'OTAN d'ailleurs, qui ne s'est pas manœuvré en fait dans des manœuvres complexes, notamment de retrait. Et donc là, donc on a cité les deux, donc en tout 10 500 hommes encerclés à Kupiansk et à Pakrovsk, mais il y en a d'autres qui se préparent. Il y a Seversk et il y a Liman, Krasny Liman. Et ça, c'est extrêmement important du point de vue opératif, puisque ça ouvre la route vers Slaviansk par le nord, et du point de vue symbolique, parce que Krasny Liman est un succès tactique significatif de 2022 pour les otano-kieviens. La fameuse contre-attaque, c'est ça. C'est ça, au moment de la fameuse contre-attaque, en fait, là, ce que les Russes sont en train de faire, en fait, c'est de revenir sur la partie dont ils avaient été chassés en 2022. Donc, Kupiansk, par exemple. Kupiansk s'est rendu en 4 jours au début de l'opération militaire spéciale. Immédiatement, le maire de Kupiansk a accueilli l'armée russe en libérateur. Il a d'ailleurs été assassiné il y a un peu plus d'1 an, après s'être réfugié dans la région de Belgorod. Et Kupiansk était la capitale de la région de Kharkov tenue par les Russes. Donc ça, c'est très symbolique. Les Russes ont commencé l'assaut sur Liman, donc ça aussi c'est très symbolique, et ils ont quasiment terminé la prise de la ville de Volchansk, qui est au nord. Donc en fait, on s'aperçoit que les Russes sont à l'initiative partout, que Kiev, comme je l'ai dit, et l'OTAN sont incapables de manœuvrer. C'est finalement en fait la seule manœuvre que l'OTAN a pu organiser, c'est une attaque frontale. Voilà. C'est-à-dire que en fait, ils ont fait comme s'ils étaient en Irak. Mais en Irak, ils avaient la supériorité aérienne. En Irak, en fait, c'était une armée moderne qui attaquait une armée du tiers-monde. Et ce que les Occidentaux n'ont pas voulu accepter, c'est que c'est eux l'armée du tiers-monde. La Russie est une armée moderne qui a la totale supériorité aérienne, qui balance des bombes entre 250 kg et 3 tonnes, maintenant jusqu'à 200 km, à partir d'avions, des bombes qui coûtent rien. Donc il y a une totale supériorité russe, et au lieu de l'accepter, de le prendre en compte, de s'organiser dans une défense souple, eh bien, c'est le Festung Befehl d'Adolf Hitler, fin 43, donc il dit faut tenir absolument dans les villes, quoi qu'il arrive, sans manœuvrer. Et là, évidemment, ça donne le résultat qu'on a là, et ça, c'est catastrophique. Voilà. Et puis ça traduit aussi également un problème de main-d'œuvre. Il n'y a plus d'infanterie. C'est aussi ça, la Russie domine, l'infanterie russe domine largement. Alors, justement, là, c'est un autre sujet qu'on pourrait poser, c'est la question je dirais, est-ce qu'on n'est pas dans une guerre aujourd'hui qui est une guerre politique, de politiciens, parce qu'on voit, que ce soit en Europe, où moi je suis actuellement là, justement, on fait un live, enfin pas un live, on fait un enregistrement en Moscou, moi qui suis aux États-Unis, donc on a les deux visions. On a véritablement des populations qui n'en ont rien à faire de ce conflit ou qui se désintéressent totalement. En Europe, j'étais en France là, pendant quelques semaines, les gens ne veulent même plus entendre parler de cette histoire de conflit ukrainien. Aux États-Unis, là j'y suis depuis quelques jours, là c'est pareil, c'est un non-sujet. On est véritablement, j'ai l'impression, aujourd'hui dans une guerre qui n'intéresse plus que des politiciens. Dis-moi si je me trompe, Xavier. Non, effectivement, je pense que finalement cette guerre n'intéresse que ceux qui s'y sont intéressés depuis le début, qui sont, on va dire, la partie cultivée, qui a quelques connaissances historiques de la population française, mais le français de base qui se prend du LCI, du BFM TV toute la journée, finalement, lui, il reste une atmosphère d'hostilité à la Russie, mais en fait, il s'en moque. Les problèmes intérieurs sont tellement graves, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que désormais l'Ukraine passe derrière. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qu'on observe, c'est que désormais, les partis, alors pas en France, mais en Angleterre et en Allemagne, les partis qui sont contre la guerre dominent maintenant le champ politique. Que ce soit l'Alternative für Deutschland en Allemagne ou Nigel Farage. Si demain il y avait des élections en Angleterre, Nigel Farage l'emporterait largement. Il faut bien s'en rendre compte. Donc en fait, effectivement, l'Europe traverse une crise économique grave et va se poser la question, c'est qui va payer? Parce que, à ma surprise, en fait, je pensais vraiment que jeudi dernier, donc jeudi il y a une semaine, c'est-à-dire le jeudi 23 octobre, la décision serait prise par les leaders européens de voler les actifs russes, de faire leur système de prêts gagés sur les actifs russes, parce qu'il n'y a plus d'argent.
Et d'après les estimations qui ont été faites, Kiev a de l'argent jusqu'à fin mars. Et donc, il va falloir mettre 60 milliards d'euros sur parce que les Américains ne donnent plus rien. Et si jamais c'est pas fait, la guerre s'arrête. Et donc, alors que eh bien, les Polonais, les Français ont annoncé qu'il fallait que l'Ukraine tienne encore 2-3 ans. Pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2-3 ans? Un miracle, l'économie russe va s'effondrer. Enfin, tout est. On ne sait pas quoi y croire. Ils sont dans leur bunker, donc ils s'imaginent des tas de choses. Mais ça c'est fondamental en fait. Et donc finalement, la décision de ne voler ou pas ces actifs devrait être prise en décembre. Mais en fait, ça va être extrêmement compliqué parce que je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail de ce qui est proposé. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va faire un prêt à l'Ukraine qui est gagé sur les actifs russes, qui sont détenus par Euroclear à Bruxelles. Il y a à peu près 200 milliards d'actifs. Le problème, c'est que donc Euroclear, ces 200 milliards, c'est en gros un tiers du PIB, du PIB belge. Donc les Belges ne veulent pas, et le Premier ministre belge a dit qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité, il fallait que toute l'Europe s'engage. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une décision au sein de l'Union européenne où tout le monde soit d'accord. Or, les Slovaques ont dit, nous, c'est hors de question. On ne va rien gager du tout, on ne va rien garantir du tout. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour ou l'autre, la guerre sera terminée. Donc l'idée, c'était de dire, mais quand la guerre sera terminée, on fera payer des dommages aux Russes. Mais tu ne fais pas payer des dommages à l'armée vainqueur. C'est les vaincus qui payent des dommages. C'est comme ça. Donc, ce qui fait, c'est que finalement, la Russie se retournera contre Euroclear et Euroclear devra finalement rendre les 200 milliards. Et l'Ukraine sera bien sûr incapable de rembourser. C'est un don direct. Voilà. Donc, en fait, ce qu'a réclamé la Belgique, c'est de dire, bah, vous êtes bien gentil, mais tout le monde doit garantir. Donc, déjà, au niveau européen, il ne peut pas y avoir de garantie. Parce que par exemple, les Belges, les Hongrois, les Tchèques, je pense aussi maintenant, vont dire non. Et finalement, ça va revenir du côté de ceux qui ont vendu ces obligations d'État à la Russie, c'est-à-dire essentiellement la France, l'Allemagne, l'Italie, je pense, les Anglais aussi, mais les Anglais ne sont pas dans Euroclear. Donc en fait, on est dans une impasse. Et pour permettre à Zelensky de continuer sa guerre, il va falloir sans doute que l'argent soit prélevé dans le budget des États qui veulent bien faire. Et on sait que l'Allemagne n'a pas envie, on sait que la France n'a pas envie. Donc ils sont face à un dilemme qui est extrêmement grave, parce que si jamais ils ne trouvent pas d'argent, la guerre s'arrête au mois d'avril. C'était d'ailleurs une tribune dans The Telegraph, le journal britannique, qui a dit « J'ai une mauvaise nouvelle, ça va... I hate to say that. Je déteste dire ça, mais la guerre va être finie en avril. Et, conclusion de son article, la paix que nous allons avoir ne va pas vous plaire. » Alors, nous, elle va nous plaire, mais pas l'auteur de l'article. Donc voilà, donc on est dans une phase intéressante, à la fois sur le point de vue militaire, à la fois sur le point de vue économique et financier. Et on s'aperçoit que la guerre d'usure que les Russes ont mis en place à partir de l'été 2022 commence à porter ses fruits. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, mais là, ils doivent résoudre des problèmes extrêmement graves. Et on peut saluer le fait que Washington ne donne plus un copec. Alors, oui, mais enfin, Washington ne donne plus un copec parce que, effectivement, tu as résumé avec justesse, les Américains sont dans une situation qui est quand même assez difficile économique. Encore une fois, moi qui suis sur le terrain et pour discuter avec des personnes qui étaient pro-Trump, qui étaient justement extrêmement pro-Trump et qui défendaient Trump lors de l'élection, qui étaient vent debout pour le candidat Trump, eh bien aujourd'hui tout le monde est en train pas de retourner sa veste, mais en tout cas de dire qu'il y a une énorme déception, qu'il y a des réalités économiques qui sont désastreuses, que le gallon n'a pas descendu, bien au contraire, qu'il continue à avoir une inflation sur le gallon, ce qui est un des indicateurs très importants pour les Américains. Bref, les États-Unis ne sont pas en position politique de donner de l'argent à l'Ukraine. Et c'est ce que j'allais te dire, c'est que finalement, c'est ton analyse, Xavier, c'est que cette guerre au début, sur lequel l'Ukraine avait obtenu beaucoup de support de la part des populations parce qu'il y avait toute une propagande, parce qu'il y avait tout un système de communication qui a été mis en place. Aujourd'hui, cette guerre, c'est ni plus ni moins qu'une guerre des élites, des médias et de ceux qui gagnent de l'argent sur la guerre, de ces lobbies militaires, de ces lobbies qui
imagine même peut-être pouvoir dépouiller l'Ukraine, une fois la guerre finie, de ces fameux minerais ou d'autres contrats. Oui, non, il n'y a plus d'espoir. En plus, c'est vrai que les dernières mesures qu'a pris Donald Trump n'ont pas contribué à faire baisser le prix de l'essence du gallon. Notamment les sanctions contre Rosneft et Lukoil, ça a créé de l'incertitude sur le marché. L'incertitude se traduit par une augmentation des prix du pétrole. Donc voilà, c'est même on peut dire du point de vue même global, les attaques contre les raffineries russes créent de manière des menaces sur les marchés du point de vue du carburant. Et ça fait augmenter les prix. Donc en fait, ils sont aux échecs qui s'appelle un Zugzwang, c'est-à-dire c'est à eux de jouer et quel que soit le mouvement qu'ils vont faire, ils vont perdre. Donc voilà. Donc la situation est critique. Washington ne donnera plus d'argent, c'est terminé. Il y a quelque chose d'intéressant, une déclaration de J.D. Vance il y a quelques jours, qui a dit que contrairement à ce qu'il pensait il y a 6 mois, la guerre en Ukraine pourrait s'arrêter rapidement. Il disait, il y a 6 mois, je pensais que ça pourrait encore durer des années. Et là, il a dit, finalement, ça peut durer rapidement. Et je ne pense pas que ce soit par la victoire de l'Ukraine. Non, ça a été confirmé, ce propos-là a été confirmé par Dmitriev, l'un des interlocuteurs du côté russe, qui connaît très bien les États-Unis, puisqu'il a étudié alors je crois que c'est Stanford ou Harvard, dans une très grande université. Harvard. Dans une très grande université américaine. Il a travaillé aux États-Unis pendant très longtemps, etc. Enfin, il a été bon, voilà, c'est quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis, qui a été désigné par le président Poutine, qui revient d'une semaine 10 jours où il était entre New York et Washington et qui a dit, effectivement, il y a 2-3 jours, Xavier, tu as raison. Alors lui a même été un peu plus surprenant dans ce propos. Il a même dit qu'il ne considère plus que c'était impossible que la guerre s'arrête cette année. C'est-à-dire, on est quand même cette année 2025. On est quand même. Il a dit, ce que j'ai vu, il a dit que d'ici un an. D'ici un an. Ah, c'était traduit en anglais, c'était traduit this year, donc cette année. Bon. Ah, ok. Voir, effectivement. Donc, voilà, en principe, si tu veux, si on avait affaire en face à des acteurs rationnels, moi, je compare souvent les deux Allemagnes. L'Allemagne de 1918, l'Allemagne de 1945. L'Allemagne de 1918 est rationnelle. Guillaume II est convaincu finalement par son état-major que la guerre est perdue. Parce que l'Allemagne est sous un blocus maritime, parce que les Français les Alliés, mais surtout les Français, sont à l'initiative sur le front, donc ils disent qu'il faut sauver le régime et ils demandent l'armistice. Voilà, ça c'est le comportement rationnel. Les résultats, il n'y a pas une troupe alliée qui rentre en Allemagne. Encore une fois, quand ils demandent l'armistice, l'Allemagne occupe encore une partie de l'Alsace, la Belgique et le Luxembourg. Donc, ça, c'est la première chose. Et l'inverse, c'est le comportement irrationnel d'Adolf Hitler à partir de 1944. À partir de 1944, je dirais même avant, mais disons, comme après l'été 1944, le débarquement de Normandie et surtout l'offensive Bagration sur le front de l'Est, c'est terminé pour l'Allemagne. Pourtant, on se bat jusqu'à dans le bunker du Führer, précisément, et ça se termine par la prise de Berlin. Parce que l'acteur en face est irrationnel, parce qu'il y a une espèce de fanatisme. Et là, ce qui est triste pour l'Occident dégénéré, c'est qu'ils ont choisi l'Allemagne d'être comme dans l'Allemagne d'Hitler de 1945. Et en plus, ça se voit concrètement en Ukraine, puisqu'il y a des bandes qui chassent des gens, qui les kidnappent dans la rue pour les envoyer sur le front. Et d'ailleurs, il commence à y avoir des soulèvements. Là, il y a à Odessa cette semaine, j'en parle dans mon bulletin, il y a une attaque contre ce que s'appelle les TTSK, donc c'est les kidnappeurs d'Ukrainiens, et dont leur camionnette s'est fait attaquer par des bandes de citoyens organisés, les gilets jaunes locaux. Ils ont retourné la camionnette, ils ont tout pété, ils ont gazé les sergents-recruteurs de Zelensky. Il y a eu également une opération équivalente à Tchernigov. Donc en fait, on est vraiment, oui, on est dans la chute, quoi. Et donc en fait, si on avait affaire à des acteurs rationnels, je sais même pas au mois de décembre que ça s'arrêterait. C'est maintenant. C'est maintenant parce que l'Ukraine a perdu la guerre et que plus on attendra, plus les Russes vont vouloir être exigeants. Mais malheureusement, on n'a pas d'affaire à un acteur rationnel. Il suffit d'écouter Jean-Noël Barrot. C'est simplement incroyable de vivre à ce point dans un monde parallèle sur une autre planète. Alors, justement, il y en a un qui est un acteur de moins en moins rationnel, qui vit de plus en plus sur une autre planète.
Eh bien, c'est notre ami Donald Trump qui, cette semaine encore, a pris la parole. Alors, cette fois, c'était pour critiquer les essais qui ont été réalisés par l'armée russe sur les nouveaux vecteurs qui sont proposés. Alors, j'ai oublié leur petit nom. Je ne suis pas encore familiarisé, mais tu nous le diras avec justesse, qui sont des vecteurs visiblement qui pourraient toucher n'importe où sur Terre et qui seraient, d'après les dires du président Poutine, en tout cas impossible à arrêter. Effectivement, en fait, Poutine a parlé à plusieurs reprises de 2 vecteurs, le Bourevestnik et le Poséidon. C'est des vecteurs dont il avait parlé dans sa fameuse conférence de mars 2018, où il annonçait toute une série de percées technologiques de défense, en fait, notamment l'hypersonique et les lasers à l'époque, et également donc ces 2 vecteurs. Ça a fait rigoler tout le monde en 2018. Aujourd'hui, ça fait plus rire personne. Surtout que les missiles hypersoniques, l'Ukraine en prend plein la tête de toutes les semaines. Donc ça marche et c'est fabriqué de série et les Russes sont les seuls à maîtriser notamment les missiles hypersoniques de croisière. Donc c'est quelque chose de considérable. Mais il n'y avait pas que ça. Donc parmi ces promesses, il y avait donc le Bourevestnik et le Poséidon. En fait, pour faire un petit peu d'histoire, c'est la conséquence du retrait unilatéral de Washington, à l'époque de George Bush Jr. en 2002, du traité d'interdiction des missiles antimissiles. Au moment de la guerre froide, donc après la crise de Cuba, il y a beaucoup d'accords qui ont été faits pour limiter les risques d'une guerre nucléaire et de maintenir ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, la destruction mutuelle assurée, et qu'il n'y ait pas de course aux armements. Donc pour ça, il fallait limiter le nombre de vecteurs, le nombre de têtes nucléaires, mais également se mettre d'accord qu'on ne va pas fabriquer de système antimissiles qui pourrait déstabiliser cette balance. Voilà. Et donc, il y a eu un accord antimissile qui a été signé, je crois que c'était en 1972 de mémoire. Et donc, dans les années 80, Ronald Reagan a fait son discours sur l'initiative de défense stratégique en mars 1983 et dans lequel il a remis en cause en disant qu'il allait créer un système spatial qui permettrait d'arrêter les missiles, mais uniquement de défense, etc. Ce qui est une remise en cause en fait de ce traité. Les soviétiques se sont fait piéger et ont voulu commencer cette course au système antimissile et se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup de retard, notamment dans des domaines comme l'informatique, etc. Alors qu'en fait, du côté américain, c'était juste un piège. Et ça n'est jamais sorti des cartons. Voilà. En 2002, George Bush Jr. a voulu refaire ça, sauf que lui, il voulait vraiment créer un système. Donc, et c'était aussi un moyen pour militariser l'espace européen en installant des radars, des missiles intercepteurs, etc., etc. Et à ce moment-là, la réponse de Vladimir Poutine, ça a été de dire, nous, on n'essaiera pas de faire des systèmes de protection. En revanche, on va améliorer nos vecteurs. Donc, la réponse, ça a été vecteur hypersonique, ça c'est fait. Et 2 autres réponses, c'est le Bourevestnik. Le Bourevestnik, c'est un missile à propulsion nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a un réacteur nucléaire qui fait qu'il peut voler quasiment indéfiniment. Et tourner, être mis en... et donc, c'est en plus un missile de croisière, donc il vole très près du sol. Et il est très difficilement interceptable. Et puis, à un moment donné, on peut lui donner l'ordre, au bout de 3 ans, de venir taper Washington, Londres, pas Paris si possible. Avec sa charge nucléaire. Donc attention, c'est ça peut-être que Donald Trump n'a pas compris. Il y a la propulsion nucléaire et il y a la charge nucléaire. Donc c'est un missile de frappe nucléaire avec une propulsion nucléaire. Mais ce genre de missile-là ne portera que des ogives nucléaires parce que, évidemment, quand il va exploser, ce sera radioactif, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment qui est décidé à la dissuasion. Donc, encore une fois, c'est pour contourner les systèmes qui ont été déployés par Washington contre les armes nucléaires. Et le Poséidon est également un système à propulsion nucléaire et il doit également porter une charge nucléaire sous-marine. Et donc, il peut descendre très bas et donc c'est un drone non habité et aller exploser, par exemple, au large des côtes américaines, de la ville de New York, et donc pour provoquer un séisme, un raz-de-marée, tout ce que tu veux. Les Russes ont fait ça tout simplement parce que leurs ennemis sont souvent dans des villes côtières. Donc voilà, que ce soit Londres, que ce soit New York, Washington, c'est pas très loin de la mer. Donc voilà, déployer une arme équivalente par les
du côté de l'OTAN, ça aurait moins de sens parce que si, bon, Saint-Pétersbourg, Vladivostok, mais en gros, c'est pas le centre vital de la Russie, c'est Moscou. Hein. Bon. Donc voilà. Et en fait, ce que n'a pas compris, je pense, Donald Trump, parce que souvent il répond à l'emporte-pièce, on l'a vu avec les Tomahawk, c'est qu'en fait, la Russie n'a pas fait de tests nucléaires. Elle a testé des vecteurs et la propulsion de ces vecteurs. Donc, c'est pas des essais nucléaires. C'est juste, et surtout, c'est pas une montée en tension puisque ces armements, s'ils sont testés, ne sont pas encore opérationnels. Voilà. Quand la Russie annoncera, ça y est, c'est opérationnel, là, effectivement, on pourra se dire, bon, il y a une montée, mais pour l'instant, c'est l'annonce de tests réussis. C'est pas du tout, c'est pas de la mise en service. Et donc, ça va bientôt venir. Ça va bientôt venir. Oui, tout à fait. Non, mais voilà, mais de toute manière, et encore une fois, il n'y a rien de surprenant. Ça a été annoncé en mars 2018. Simplement, ça faisait rigoler tout le monde. Maintenant, plus personne ne rigole. Mais en soi, reste de la dissuasion nucléaire. Ce sont des armes de non-emploi si les gens en face sont raisonnables. Et surtout, ça montre que tous ces systèmes qui ont coûté très cher aux Américains ne servent à rien. Ces systèmes de défense, finalement, ne peuvent rien faire ni contre le Poséidon, ni contre le Burevestnik ou l'Avant-Garde, le planeur hypersonique qui arrive à Mach 27 sur sa cible. Voilà. Donc Trump a annoncé il a demandé à son armée de faire des tests, de reprendre des tests nucléaires. Ça ne veut pas dire qu'il va faire exploser une bombe. Il y a des simulateurs. La France aussi est capable de faire des tests nucléaires. En fait, c'est des simulateurs. Voilà. Je pense pas qu'on assiste à des explosions nucléaires dans les temps qui viennent. Ce qui est clair, c'est que ce qu'on aimerait bien, ce qu'avait proposé Vladimir Poutine il y a quelques années, c'est qu'on renégocie les traités de non-prolifération. Parce que le problème, c'est que aujourd'hui, tu as des pays qui ont l'arme nucléaire, donc qui sont connus officiellement, la Chine, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, bien sûr. Tu as ceux qui l'ont, mais c'est semi-officiel, c'est le cas d'Israël, du Pakistan, de l'Inde. Tu as ceux qui l'ont et qui n'en ont rien à faire, c'est la Corée du Nord. Et tu as les pays qui, technologiquement, seraient capables de l'avoir très rapidement. C'est le Japon, c'est l'Allemagne, etc. Et puis, tu as ceux qui n'ont pas le niveau. Voilà. Bon. Et en gros, ce qu'avait dit Poutine, on se réunit tous, on se remet d'accord sur ce que c'est que l'arme nucléaire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Pour l'instant, ce serait vraiment ce qu'il faudrait faire dans l'idéal l'année prochaine. Ce que les Russes ont également proposé aux Américains, donc qui sont sortis de quasiment tous les traités qui avaient été signés pendant la guerre froide, plus une série de limitations de l'armement, également à l'époque de comment est-ce qu'il s'appelle, de Clinton, dans les années 90. Donc c'est de revenir dans des traités qui concernent les armes de portée intermédiaire, qui concernent le retraitement du plutonium militaire pour en faire un usage civil. Ça, la Russie vient de sortir de ce traité-là. C'est un traité qui avait été signé il y a 25 ans parce que Washington ne le respecte pas. Et parce que Donald Trump sera en train de se retirer de tous ces traités, donc de non-prolifération, sachant que c'est pas non plus l'approche de Donald Trump n'est pas idiote non plus. Il dit vous êtes bien gentil, mais vous avez la Chine qui commence à monter en puissance en matière de nucléaire. Donc moi, je veux un accord global. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ce que proposait Vladimir Poutine doit être retrouvé. Ce que pourrait faire en revanche Trump, c'est revenir sur le traité des armes intermédiaires, puisque les armes intermédiaires, ça concerne l'Europe. Les armes intermédiaires, c'est jusqu'à 5000 km. Donc, c'est essentiellement ces armes américaines nucléaires qui sont déployées sur le sol européen là-dessus. Moi, j'espère que l'année prochaine, et je pense que d'ailleurs, ce sont les sujets qui sont discutés hors Ukraine par précisément Dmitriev que tu as cité, avec son homologue Witkoff, côté américain. Et voilà ce qu'on peut espérer. Alors, pour finir sur Trump, parce que côté européen, on n'entend plus d'écho. Hein, je veux dire, la question... alors, si on a quand même entendu la semaine dernière, tu as raison, que l'armée française se préparait à une guerre. On avait entendu, effectivement, Ursula von der Leyen qui disait que l'Union européenne se préparait à une guerre. Mais bon, au-delà de ces élucubrations, on n'a effectivement plus de prise de parole véritablement significative. C'est encore venu des États-Unis. C'est Trump qui, en fait, a réagi à ces tests dont tu nous parlais, Xavier, en disant que finalement, c'était pas très grave parce que la Russie devait se souvenir qu'il y avait des sous-marins nucléaires
dans les eaux territoriales russes. Donc, bon, voilà, Trump nous a refait l'épisode du fameux sous-marin. Est-ce qu'on prend ça au sérieux à Moscou Non, bah parce que déjà la déclaration, il a fait selon moi cette déclaration un peu loufoque, c'est-à-dire que le but d'avoir un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est précisément qu'il n'est pas à être dans les eaux territoriales. Il peut être en plein océan, on ne sait pas où il est, et il va tirer ses missiles, et voilà. Donc le fait de dire je vais envoyer les sous-marins sous les côtes russes, c'est très risqué pour le sous-marin, parce qu'il risque d'être détecté, et ça n'a pas de sens. Donc cela dit, en soi, Trump, du point de vue global, il a raison, c'est-à-dire que, encore une fois, on est dans la dissuasion. La Russie a juste annoncé qu'à terme, elle aurait des nouveaux vecteurs, et Trump a dit, nous aussi, on a des vecteurs. Ce qui est plus intelligent que ce qu'a fait George Bush Junior. C'est-à-dire de dire, nous, on va mettre en place un système de protection qui va... et il faut voir qu'un système de protection, quand vous avez un adversaire comme la Russie qui a des milliers d'ogives nucléaires, ça ne sert à rien. Parce que si on parle de mégatonnes, si les Russes en envoient 100, et même s'il n'y en a que 10 qui passent, ça va faire mal, quoi. Donc en fait, ce sont des armes de non-emploi. La réponse qu'a fait Trump est plutôt dans ce sens, plutôt rationnelle. C'est-à-dire, les Russes, ils peuvent développer ce qu'ils veulent comme vecteur. Nous aussi, on en a. S'ils l'utilisent contre nous, eh bien, on ripostera. Là-dessus, ça m'a pas choqué, mais ces histoires de sous-marins au bord sur le long des côtes russes, c'est pas très sérieux. Bon, ça peut faire un bon film hollywoodien, ceci étant. C'est du Trump. Ouais. Finissons cette émission par une dernière considération. Côté terrain, tu ne nous as pas parlé. Alors, tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est d'affabulation, mais on a entendu parler que les Russes auraient peut-être repris pied sur la zone, enfin sur la rive du côté de Kherson. Rappelons que Kherson, effectivement, c'est cette première très grande agglomération en Ukraine qui était tombée au tout début de la guerre, je dirais sous pavillon russe, qui a été abandonnée par les Russes lorsqu'il y a eu cette fameuse contre-offensive dont tu nous parlais, et que les Russes considéraient ne pas pouvoir sécuriser suffisamment. Donc l'armée russe était retirée de l'autre côté du fleuve, du Dniepr, c'est l'embouchure du Dniepr en fait à cet endroit-là. Est-ce que là véritablement déjà, est-ce que tu confirmes qu'il y aurait une présence militaire côté Kherson, de l'autre côté du Dniepr, donc, ce qui sous-entendrait que peut-être les Russes ont la volonté de reprendre cette ville? Que les Russes aient la volonté de reprendre cette ville, oui, puisque désormais la région de Kherson, dont la capitale, qui a été prise en 9 jours, en 9 jours, les Russes ont fait 100 km, sont partis de Crimée, ils ont fait 100 km, ils ont traversé le Dniepr sur le pont qu'ils ont pris intact, et la ville est tombée en 4 jours. Donc en 9 jours en tout, ils ont pris la ville. C'était assez incroyable. Donc ils ont été obligés de l'abandonner effectivement, d'une part parce que c'était de l'autre côté du Dniepr, donc c'est très compliqué au niveau de la logistique, notamment c'est le moment où les HIMARS étaient tout puissants, ça tombait en permanence sur le pont. Et puis récupérer aussi, il faut rappeler qu'à l'époque, l'armée russe était 3 fois inférieure à l'armée otano-kievienne. Tout au début du conflit, l'armée russe a attaqué 1 contre 3. Et après la mobilisation, en août, le ministère de la Défense ukrainien a annoncé 1 million d'hommes. Donc les Russes étaient à 1 contre 6. Donc il fallait faire Donc il fallait faire quelque chose. Et donc récupérer la vingtaine de milliers de soldats russes, qui en plus étaient des professionnels, qui avaient déjà donc une grosse expérience de l'opération militaire spéciale, il fallait les récupérer pour monter en puissance. Et donc les Russes se sont réfugiés derrière le Dniepr, parce que c'est très dur à franchir. Si tu prends l'offensive du Dniepr, la bataille du Dniepr au 2e semestre 1943, il y avait 1 million d'hommes, 1 million d'hommes côté allemand, 2 millions d'hommes côté russe, et pour attaquer, il fallait au moins ça, parce que franchir le Dniepr, c'est pas une mince affaire. C'est pour ça que quand on a eu, je ne sais pas si tu te souviens, c'était en fin 2023, début 2024, des opérations ukrainiennes qui envoyaient des unités d'infanterie à une mort certaine, parce que, encore une fois, c'est une chose de mettre le pied de l'autre côté de la rive, c'en est une autre de lancer une offensive avec des moyens logistiques nécessaires, de l'artillerie, des chars, etc., etc. Donc j'avais annoncé que ça s'est terminé en catastrophe. Ça s'est terminé en catastrophe. D'ailleurs, il n'y a plus personne. Et je pense que là, les Russes sont plutôt en train de faire
des opérations de provocation et de reconnaissance pour forcer Kiev à envoyer des ressources, des troupes, des renforts qui feront défaut dans les autres régions du front. C'est ce que j'ai appelé la stratégie Broussilov. Broussilov, c'est un général de la Seconde Guerre mondiale russe, sans doute le meilleur général russe, qui a détruit l'armée allemande en 1916, autrichienne pardon, en 1916, en finalement attaquant sur toute la longueur du front. Et dès qu'il y avait avec des offensives très prudentes, avec beaucoup de puissance de feu, il avait copié ça finalement à Pétain et à Castelnau. Et dès qu'il voyait que ça cédait, hop, on perçait. Et donc à ce moment-là, les Autrichiens envoyaient des renforts, donc ils dégarnissaient une autre partie du front, et il avançait comme ça, et ça a fait des étincelles. Et donc c'est un peu ce que font les Russes aujourd'hui. Et donc là, je pense qu'il n'y a pas de volonté de franchir le Dniepr, c'est toujours aussi compliqué. Il faut des flux logistiques. En plus, les Russes ont fait sauter le pont quand ils sont partis en 2022. Oui. Donc, le seul moyen de le faire, ce serait de mettre des ponts flottants qui sont très vulnérables. Et les Ukrainiens disposent toujours de HIMARS, de drones. Donc, donc, je pense plutôt à des opérations coup de poing, psychologiques, provocatrices, pour forcer les Ukrainiens à déployer des troupes qui feront défaut ailleurs. Voilà mon analyse. Entendu. Même si Kherson, de toute façon, sera forcément un chemin obligatoire sur la route d'Odessa. Les Russes peuvent prendre non seulement Kherson, mais même Odessa, sans forcément les prendre d'assaut. Une fois que l'armée ukrainienne sera détruite, ils iront où ils voudront. Et encore une fois, triste exemple, mais quand les Allemands prennent Paris en 40, ils ne prennent pas Paris d'assaut. Paris est déclarée ville ouverte, honteusement. Parce qu'ils ont gagné, parce qu'ils ont détruit l'armée française à Sedan, avec la percée de Sedan et le coup de faux vers la Manche. Donc c'est pas ce que sont en train de faire les Russes avant même de prendre du terrain. Ils sont en train de détruire l'armée ottano-kievienne, de détruire ses ressources. Et après, une fois qu'il n'y aura plus d'armée, les Russes iront où ils voudront. Alors, c'est pour ça que ça ne sert à rien de compter les kilomètres carrés, ça n'a aucun sens. Encore une fois, quand les Allemands ont perdu la guerre en 1918, ils étaient encore en Alsace, et ils tenaient la Belgique et le Luxembourg. Alors, c'est vraiment la toute dernière question que je te pose, mais là, elle est vraiment très importante. Je sais que, je t'ai promis un timing assez serré, donc on va faire assez court sur la question. On parle beaucoup, là, effectivement, de l'effondrement économique, militaire, inéluctablement en Ukraine. Les sanctions qui ont été mises notamment par les États-Unis sur les hydrocarbures russes, est-ce que ça peut faire vaciller l'économie russe et donc son armée, ou est-ce qu'on est solide? Non, ça ne le fera pas. J'ai cité dans mon bulletin d'il y a une semaine une vidéo d'un compte assez intéressant qui est sponsorisé par The Economist. Donc, c'est pas un agent du Kremlin. Ça s'appelle Macro and Money, c'est en anglais. Et donc, il y a une très bonne analyse qui montre que c'est pas demain que l'économie russe va s'effondrer, même si elle peut traverser des phases difficiles. Mais c'est parce que déjà, encore une fois, le budget de la défense, c'est 6,3% du PIB. C'est un peu moins d'un tiers du budget de l'État. Donc, c'est beaucoup, mais c'est pas critique. C'est pas la totalité des moyens russes qui sont orientés vers la défense. Donc c'est pas le cas. Les dernières sanctions qui ont été prises contre Rosneft et contre Lukoil ont provoqué quoi? Une augmentation du prix du pétrole, parce que ça fait peur. Donc les Russes vont gagner plus d'argent, comme tout le monde qui vend du pétrole. Et de l'avis même des spécialistes, tu vas sur Reuters, tu vas sur Bloomberg, les Russes sont en train de trouver, ils ont déjà les solutions. Ils avaient anticipé, puisqu'il était question que Biden mette ce genre de sanctions. Biden ne l'a pas fait parce qu'on était à la veille de l'élection. Et comme ça aurait provoqué une augmentation du prix du pétrole, ça aurait nuit donc ça aurait augmenté le prix du gallon et ça aurait nuit à Kamala Harris. C'est pour ça que Biden ne l'avait pas fait. Mais les Russes sont déjà prêts. Les Chinois ont envoyé balader tout simplement les États-Unis. Trump, d'ailleurs, il voit la tête qu'il fait après sa rencontre avec Xi Jinping. Il n'a pas obtenu grand-chose. Et puis, les Indiens aussi ont envoyé balader. Et donc, encore une fois, tu lis la presse économique, la presse un peu spécialisée. Tout le monde dit que les Russes vont contourner ça sans aucun problème et que ça ne sert à rien. Voilà. Bon. Et c'est aussi intéressant, rencontre entre Madame Sané, je crois, la nouvelle
le nouveau Premier ministre japonais, et Donald Trump, donc accord commercial, un nouveau départ, etc. Mais en revanche, l'énergie russe, on continue. Mitsubishi est présent sur chaque ligne, je rappelle. Donc en fait, ça ne changera rien. La Russie a des problèmes économiques, mais qui, à mon avis, ne viennent pas des sanctions, qui viennent de la Banque centrale russe, Madame Nabulina. Je connais ton avis là-dessus, effectivement. Et de toute manière, même si demain la guerre s'arrêtait, même si Madame Nabulina baissait significativement le taux de la Banque centrale, le problème de surchauffe de l'économie russe et du manque de main-d'œuvre resterait là. Parce qu'il manque, j'avais eu le chiffre d'1,5 million, mais maintenant on parle de 2 millions de travailleurs en Russie, parce que l'économie est hyper performante. Et donc ça, même si tout d'un coup la guerre est terminée, tu vas peut-être avoir quelques centaines de milliers de soldats qui vont retourner à l'usine, mais pas 2 millions. Donc il faut robotiser, optimiser, et puis ça aussi, bon, c'est un autre sujet pour une autre émission, mais organiser l'immigration de travail. Et là, c'était le sujet qui est abordé par Vladimir Poutine il y a une semaine. On en a parlé dans ici Moscou. C'est que en fait, ils sont en train d'adopter le modèle migratoire émirati. Voilà. Donc, contrôle très strict des migrants, uniquement une migration de travail, pas de regroupement familial. Quand le travail est terminé, retour à la maison. Donc, et ça, ce sont des solutions à court terme, moyen terme, qui vont fonctionner. Après, ensuite, il faut faire des enfants. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est aussi un des sujets qui est abordé par Poutine il y a une semaine. Et c'est un sujet, la démographie, sur lequel tu as travaillé longuement et depuis très longtemps d'ailleurs, au demeurant. Xavier, 1000 fois merci. Eh bien, comme tu dis toujours à la fin de tes émissions de Stratpol, courage, on les aura. Ben, je pense que la Russie est bien partie, en tout cas pour avancer positivement dans cette guerre et dans la résolution qui en suivra. À toutes et à tous, à très bientôt sur Divergence, avec cette fois le retour de Fabrice Sorlin. Ce sera la 55e émission de Divergence politique. Eh bien, on verra ce que l'actualité nous a proposé. En tout cas, Xavier, encore une fois, merci pour cette belle analyse. Ça nous permet d'y voir très clair économiquement, militairement, diplomatiquement. Où en est-on sur ce conflit ukraino-russe? À bientôt. À bientôt. Au revoir.